Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire du CNCH. Celui-ci est particulièrement attendu. Nous avons le plaisir, avec mon ami le Dr Walid Amara, président du CNCH, d'accueillir le Dr Ledouarin, qui est responsable du programme de passage dans le droit commun de la télésurveillance et qui est donc qui travaille à la DGOS et aujourd'hui va nous faire une mise au point et répondre à nos questions et puis à vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. Donc bonjour le docteur Ledouarin, Bonjour. bonjour Walid. Voilà, on va peut-être faire tout de suite le partage d'écran de façon à ce que vous puissiez nous faire votre présentation sur les éléments importants et puis ensuite on posera les questions. Je vais essayer de. En tout cas, merci pour l'invitation. Je vais essayer de présenter rapidement. Et dites-moi si vous voyez bien mon écran. Normalement, c'est bon. Sur les grands points pour qu'on puisse discuter après. Et je pense que c'est surtout ça qui sera intéressant puisque la présentation descendante. Juste pour remettre le contexte très rapidement sur ce que c'est que la télésurveillance, ça vous le savez. On a défini pour l'entrée dans le droit commun ce qu'était la télésurveillance qu'on allait prendre en charge et comment on allait prendre en charge. Donc, c'est une télésurveillance faite par un médecin seul ou une équipe avec au moins un médecin et qui repose cette télésurveillance sur un dispositif médical qu'on appelle numérique qui permet de remonter la donnée, d'analyser des alertes et de générer ces alertes qui permettent la télésurveillance. Et donc, on a essayé de regarder un peu les différents types d'activités de télésurveillance qui pouvaient exister. On s'est aperçu qu'il y avait systématiquement un socle commun qui était justement l'analyse des données, la génération d'alertes et le traitement de ces alertes, et aussi parfois des activités qu'on appelle complémentaires, et notamment parfois l'accompagnement thérapeutique, comme on peut avoir notamment en insuffisance cardiaque, ou d'autres activités complémentaires à certaines pathologies qui peuvent se rajouter à cette télésurveillance. Alors, hop. Et nous avons du coup publié, et là c'est encore en cours, notamment pour la télésurveillance des prothèses cardiaques implantables, la Haute Autorité de Santé a publié des référentiels que nous on va traduire en ce qu'on appelle en ligne générique et qui va acter la bascule dans le droit commun. Et ces référentiels, ils permettent de préciser pas mal de choses, et notamment les indications prises en charge en télésurveillance avec le modèle que je vais vous présenter, les professionnels qui peuvent télésurveiller les patients, la qualification obligatoire de ces professionnels, notamment sur la partie accompagnement thérapeutique, alors qui concerne un petit peu moins les prothèses cardiaques implantables, mais on a ces qualifications, comment on doit suivre le patient, quand il y a de l'accompagnement thérapeutique, ce qui est le cas pour les 4 autres pathologies, comment doit se passer cet accompagnement thérapeutique, voilà, comment se doit passer la continuité des soins, etc. Donc, on a vraiment des référentiels qui permettent à la fois aux industriels qui créent les dispositifs médicaux numériques de savoir ce qu'ils doivent mettre à disposition et comment ces dispositifs doivent fonctionner, et qui permettent aussi aux organisations, donc aux professionnels de santé, de savoir comment, à minima, quelles sont les obligations minimales à mettre en place pour pouvoir télésurveiller les patients et surtout facturer à l'assurance maladie dans ce cadre-là. Alors, si on regarde, il y a 2 types d'inscriptions que vous allez pouvoir voir dans les prochaines années. Ce qu'on appelle les inscriptions en ligne générique ou les inscriptions en nom de marque. Alors ça, j'explique là, mais pour l'instant, on est dans le cadre des lignes génériques. Il y a donc ces 2 solutions. Les lignes génériques, là, on a un cadre qui est global, dans lequel la Haute Autorité de Santé a dit, pour telle télésurveillance, le dispositif, à minima, il doit faire ça. Et tous les dispositifs qui respectent ce cadre-là peuvent s'inscrire sur cette liste. Donc, on a plusieurs dispositifs médicaux qui peuvent coexister. Et là, le médecin choisit le dispositif qu'il préfère dans cette ligne qu'on appelle générique. Et on publiera ces listes de dispositifs qui permettent de faire la télésurveillance dans cette indication. Et en regard, on a ce qu'on appelle les noms de marque. Là, c'est en général le premier arrivé sur une nouvelle indication de télésurveillance. On a un industriel qui va avoir fait des études, qui va déposer ses études et qui va permettre d'ouvrir une nouvelle indication de prise en charge en télésurveillance. Notamment, là, on a des choses qui arrivent notamment en oncologie. Et donc, le premier arrivé est seul, donc on l'inscrit en nom de marque. Et au bout d'un moment, la Haute Autorité de Santé, quand elle voit qu'il y a plusieurs dispositifs qui font à peu près la même chose, elle peut créer une ligne générique. Donc, on revient sur le cas de gauche. Là, dans Étape, c'était un peu particulier parce que comme on a 5 ans d'antériorité, on a créé directement la ligne générique, donc le socle commun, et on n'est pas passé par ce qu'on appelle le nom de marque. Désolé pour ce langage un peu technique, mais je pense que dans les prochaines années, ça pourra servir et ça pourra remonter. On a souhaité que la télésurveillance puisse se faire peu importe le secteur d'exercice des professionnels de santé.
c'est-à-dire aussi bien en établissement de santé qu'en établissement ou service médico-social, qu'en centre de santé, en maison de santé pluriprofessionnelle ou dans un exercice libéral. C'est-à-dire que peu importe le type d'exercice, on a souhaité que la télésurveillance puisse se mettre en place et être réalisée par les professionnels de santé. Alors forcément, en fonction du type d'exercice, on va avoir des organisations un peu différentes, mais ça, entre guillemets, c'est aux acteurs de s'organiser. Nous, on n'est pas prescriptif. La seule chose qu'on oblige, entre guillemets, pour être pris en charge par l'assurance maladie, c'est qu'il y a à minima un médecin dans l'équipe, parce que c'est le médecin qui peut facturer, parce que c'est une activité médicale. Si on regarde, du coup, combien ça va être rémunéré, donc là, on avait l'enseignement des expérimentations à étapes. Alors, regardez pas la partie de droite, parce que là, c'est un diaporama général, et il y a encore voilà, on n'a pas encore publié les tarifs pour la télésurveillance des prothèses cardiaques implantables côté industriel. Là, c'est valable pour les 4 autres cahiers des charges et ça a déjà été publié. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la partie de gauche et donc qui a suivi l'historique d'étapes et c'est la prise en charge des professionnels de santé. Et on est du coup, il y a 2 niveaux de forfait. La télésurveillance des prothèses cardiaques implantables, donc qui est sans accompagnement thérapeutique et sans coordination au sens de la Haute Autorité de Santé qui est à 11 €. Et le niveau 2 pour les autres pathologies qui est à 28 €. Donc, c'est les 2 forfaits, je vous dirais, après les lettres clés qu'il faudra coder, que vous aurez dans vos logiciels métiers, que vous pourrez coder pour une facturation à l'assurance maladie. On abandonne les lettres clés actuelles qui sont TSM pour les professionnels médicaux. Et donc, c'est des nouvelles lettres clés qui vont être implémentées très rapidement dans les outils de facturation. Donc, le forfait opérateur dont je vous parlais, et c'est un forfait qui rémunère donc, sur des périodes de 30 jours. Dans l'étape, on était sur des forfaits de 6 mois. Là, on passe à 30 jours. Je vous rassure, vous allez pouvoir facturer en série. C'est-à-dire que vous allez pouvoir facturer tous les 6 mois, 6 actes d'un mois. Donc, vous n'aurez pas une démarche à faire tous les mois. Et pour vous expliquer le pourquoi on est passé sur des forfaits mensuels, ce n'est clairement pas pour embêter tout le monde. C'est plutôt qu'on a voulu, comme le modèle qu'on a publié aujourd'hui doit pouvoir s'adapter à terme à tous les types de télésurveillance, il fallait qu'on ait un socle un peu générique. Et c'est vrai que le forfait mensuel nous permettait de nous adapter. Si demain on a de la télésurveillance aiguë, par exemple, ces lettres clés vont pouvoir nous permettre de télésurveiller, d'ouvrir des possibilités de facturation pour des pathologies, des suivis aigus. Si demain un industriel, par exemple, invente une prothèse, un haltère implantable qu'on peut télésurveiller sur des périodes courtes, on pourra ouvrir l'indication et la télésurveillance sur des périodes courtes de haltère implantable, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a créé des forfaits avec la Caisse nationale d'assurance maladie, la Haute Autorité de Santé et la Direction de la Sécurité sociale, qu'on est parti sur des forfaits mensuels, mais facturables tous les 6 mois, pour que vous restiez sur la même façon de fonctionner par rapport à étapes. Je vais passer sur les forfaits techniques industriels parce que là, effectivement, les tarifs pour les prothèses cardiaques n'ont pas encore été publiés. Et enchaîner sur la suite. Pour vous dire, ce diaporama sera disponible très rapidement sur le site du ministère de la Santé. Je pense d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Donc, vous pourrez le retrouver rapidement. Et on rajoutera des slides dédiés pour les prothèses cardiaques implantables rapidement. Petite chose à faire pour les professionnels de santé, et je vais essayer d'aller vite pour laisser du temps sur les questions. Il va falloir aller sur le site Démarche Simplifiée pour vous déclarer auprès de l'ARS avant de pouvoir facturer. Je vous rassure, c'est 15-20 minutes grand maximum. Si vous êtes en établissement de santé, donc salarié d'établissement de santé, donc plutôt public, c'est l'établissement qui peut se déclarer une fois pour tous les professionnels de l'établissement. Si vous êtes dans un établissement privé, tout dépend de votre statut. Si vous êtes en libéral, c'est vous qui vous déclarez. Si c'est l'établissement qui facture, ça sera l'établissement qui se déclarera pour tous les médecins. C'est assez simple, c'est-à-dire c'est 10-15 minutes, c'est à faire une seule fois. Et dès que vous l'avez fait, vous recevez automatiquement un récépissé qui autorise la facturation. Et donc, c'est extrêmement rapide. Vous le faites ce soir, demain matin, vous avez le récépissé, vous pouvez commencer à facturer. Voilà, donc c'est assez rapide. Et les choses sont assez simples à demander. C'est surtout savoir votre RPPS pour qu'on puisse que la Caisse nationale d'assurance maladie sache, ou l'identifiant de l'établissement de santé. C'est savoir si vous avez fait des protocoles de délégation ou ce genre de choses. Donc, c'est des choses assez simples à fournir. Sur la facturation, donc il va falloir faire pour vous une ordonnance à l'industriel. C'est peut-être là où ça va changer, parce qu'avant, les patients étaient… La partie télésurveillance était inclue dès le départ au moment de l'implantation de la prothèse. Là, il y a une ordonnance à faire avec le nom du patient, son âge, son poids, la télésurveillance. Donc, la télésurveillance
de la prothèse cardiaque, le nom du dispositif si vous souhaitez le mentionner. Et ça, va falloir l'envoyer à l'industriel pour que lui puisse facturer de son côté. Donc, c'est la seule démarche à faire au moment de la prescription. Et après, à chaque fois que vous renouvelez, donc c'est tous les ans, l'ordonnance, vous poursuivez la télésurveillance, il faudra renouveler l'ordonnance donc une fois par an. Le taux de remboursement, alors ça peut concerner pour les prothèses. Dans Étape, on était assez dérogatoire parce comme c'est un cadre expérimental, on sait que certains patients qui ont des prothèses ne sont pas forcément en ALD, mais là, on les prenait en charge à 100% systématiquement. Là, ça va être, on retourne sur du droit commun, donc classique. Si le patient est à 100%, là, on fait du tiers payant, prise en charge à 100% directement. Si le patient n'est pas à 100%, 60% pris en charge par l'AMO, et le reste sera remboursé, le patient avance les frais et sera remboursé par sa complémentaire derrière sur les 40% restants. Sauf si, mais ça va se développer au fur et à mesure des années, vous avez la possibilité de faire un tiers payant sur la complémentaire, mais sinon, c'est avance des frais par le patient et lui se fait rembourser automatiquement par la complémentaire. On est sur du droit commun, en fait, sur ce qui se passe pour tous les autres. Tac, tac, tac. Ça, je vais passer. Vous avez toutes les informations dans les référentiels quand ils seront sortis. Et tac, tac, tac. Voilà. Juste ce qui est important, c'est les lettres clés donc, que vous allez pouvoir coder dans vos logiciels métiers. Ce qui concerne aujourd'hui les prothèses cardiaques, c'est la lettre clé TVA, qui sera la nouvelle lettre clé des professionnels au niveau de la télésurveillance des prothèses cardiaques. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter. Petite information, vous l'avez sûrement remarqué, les 4 lignes génériques des autres pathologies sont déjà sorties. On attend la dernière ligne générique, qui est celle justement sur les prothèses cardiaques, qui sera publiée courant août. Donc jusqu'à là, restez dans le programme étape. Aucun souci, le programme étape perdure jusqu'à la publication. Et une fois la publication des arrêtés, on communiquera auprès de tout le monde. La publication de la ligne générique prothèse cardiaque, vous pourrez basculer dans le nouveau mode de prise en charge avec toutes les informations professionnelles et industrielles. Très bien, merci beaucoup. J'ai essayé de faire vite. Oui, merci beaucoup pour cette overview. Peut-être avant que Walid veuille poser une question, sinon j'aurais peut-être une question à poser en premier, et on va s'alterner. Donc, vous avez choisi l'été pour faire cette bascule, ce qui est quand même un peu périlleux, personne n'est là, les industriels non plus. Donc, vous nous dites que c'est en août, ça va se passer. Et officiellement, nous, normalement, au 1er juillet, on est dans le droit commun. Donc, là, puisqu'il y a 2 lignes, hein, il y a la ligne des centres, enfin qui font le télésuivi, puis il y a la ligne des constructeurs. Donc, c'est vraiment deux canaux très différents, avec 2 modes de paiement. Avant, le constructeur, il se prenait une forfait au départ, et c'était simple. Là, ça va donc être par mois, et c'est en plus nous qui allions leur donner une ordonnance. Donc, c'est quand même un petit peu plus lourd. Hein. Alors, juste une première question, c'est pour le timing. Est-ce qu'ils vont avoir l'un après l'autre, les constructeurs, les autorisations? Est-ce que tout le monde sera pour tout le monde en même temps? Est-ce que ce sera au milieu du mois d'août où il n'y a personne? Est-ce que ce sera un petit peu plus tard? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Alors, je vous rassure, la publication du décret sera également probablement en vacances. De l'arrêté pour les cahiers des charges. Dans la ligne générique sera publiée d'ici à fin août, ce qui fait que la bascule se fera à la suite, donc au retour de congé de tout le monde. Donc, vous pourrez basculer côté prothèse à ce moment-là. Et du coup, elle se fera pour tout le monde à ce moment-là. La date pour tout le monde, ça devrait être, on sait à peu près? J'ai peur de vous dire une bêtise, parce qu'à chaque fois qu'on annonce quelque chose, il suffit qu'il y ait un bug dans les rouages et que l'arrêté prenne 2 semaines de décalage et qu'au lieu d'être fin août comme c'est prévu aujourd'hui… Au plus tôt, c'est 1er septembre. Oui, c'est ça. On part sur du 1er septembre. Si tout se passe bien, on devrait basculer au 1er septembre. Et tous les professionnels ça, c'est un élément important. Concernant l'ordonnance, j'ai vu que vous avez mis le poids. Nous, on fait pas, c'est pas l'assurance cardiaque, hein, c'est des télésurveillances de prothèses, donc vous nous demandez obligé d'aller chercher le poids à chaque fois de chaque patient. Enfin, c'est du temps, c'est pour faire une ordonnance. Bon, après, vous allez me dire, une fois qu'on l'a faite, on va la refaire, mais et puis le poids peut changer, hein, ceci dit. Mais pourquoi vous nous avez obligé à faire ça? C'est pas à nous. Nous, on récupère ce qu'il y a dans les référentiels. Non, pour être très honnête, c'est difficile de vous dire, mais voilà, c'est de façon générique ce qu'on attend sur une ordonnance de télésurveillance. Effectivement, si vous n'avez pas besoin du poids, vous n'avez pas besoin du poids. Bon, si on ne vous met pas le poids, vous allez pas, enfin, si on ne met pas le poids, il n'y aura pas forcément de conséquences. Je ne pense pas que la Caisse nationale d'assurance maladie aille vous embêter sur un manque de poids sur ça. J'ai dit je ne pense pas, mais voilà. D'accord. Peut-être que Walid veut que autant l'insuffisance cardiaque, il y a un impact de dire on met le patient dans le programme télésurveillance et on peut le sortir s'il va mieux.
Voilà. Mais les prothèses implantables, c'est pas pareil. Souvent, on met la télésurveillance au moment de l'implantation et qu'après, ils la gardent à vie. Oui. Donc, refaire des ordonnances de renouvellement tous les ans, pour nous, c'est trop lourd. Parce qu'on n'aura aucune raison, c'est pas parce qu'il y a 0 événement qu'on aura envie de sortir le patient. Puisqu'au contraire, même, on aura mis en place un système de suivi allégé dans le centre. Donc, c'est vrai, rajouter une ordonnance, pour nous, ça n'avait. Des fois, on ne voit pas le patient. On est nous-mêmes le médecin et le pharmacien. Non, mais pour être très honnête, j'entends complètement ce point-là. Et encore une fois, on ne l'a pas fait pour embêter, on l'a fait parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui vont sortir derrière et qu'il nous fallait un cadre adapté à tous. Alors, malheureusement, il y en a pour lesquels ça facilite un peu, il y en a pour lesquels ça rajoute un petit peu. C'est pour ça qu'on adapte pour le cadre de la télésurveillance des prothèses cardiaques. C'est-à-dire que les autres, on est plus sur les ordonnances de 3 à 6 mois, souvent 6 mois, avec des choses un peu différentes. Là, on allonge beaucoup pour les prothèses, qu'on sait que c'est différent. Pour autant, effectivement, c'est un cadre qui est générique parce qu'on vous le voyez bien, même je pense vous aussi, au niveau recherche, vous travaillez avec des fabricants de DM implantables ou DM numériques, et vous savez qu'il y a d'autres choses qui arrivent derrière sur lesquelles la télésurveillance ne sera pas à vie et sur lesquelles il va falloir s'adapter. Et si à chaque fois qu'il y avait un nouveau dispositif médical ou un nouvel type de télésurveillance, on vous crée un cadre séparé avec une nouvelle lettre clé, avec un nouveau modalité de facturation, je peux prendre le pari que dans 4 ans, vous seriez venu me voir en me disant Yann, tu es gentil, mais tu nous as créé une usine à gaz, on ne sait plus quelle lettre il faut facturer, quelle modalité, parce que là, il y a 5 télésurveillances et les 5 fois, c'est un process différent. C'est aussi ça qu'on a essayé de prendre en compte, c'était comment ne pas créer une usine à gaz avec un nombre de codes incalculable pour dans quelques années. Alors effectivement, au départ, c'est un peu embêtant, parce que ça rajoute un petit peu, mais le but, c'est de simplifier le boulot à terme, en fait. On va falloir trouver des solutions quand même parce que des fois, on ne voit pas le patient, on n'a pas sa carte mutuelle. Bon, on n'aura pas son poids, évidemment. Donc, il va falloir trouver quand même des espèces d'arrangements. Pour le poids, vous embêtez pas. Ouais. D'accord, il va falloir trouver des arrangements. Même la carte mutuelle, si on ne l'a pas revue, elle peut avoir changé. Enfin, bon, on va peut-être espérer qu'on les revoie. Et puis nous, c'est à vie, contrairement aux télésurveillances de l'insuffisance cardiaque, c'est pour tout le temps. Donc voilà, je vois une question du chat, je vais vous la donner, même si elle n'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique des questions qu'on voulait vous poser. Mais il y a quelqu'un qui demande du coup, est-ce qu'on peut envisager un remboursement pour les live vests et les haltères, pour les télésuivis des live vests et télésuivis des… Alors, les haltères, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut l'envisager? Oui. Est-ce que c'est nous qui prendrons la décision? Non. Oui, les haltères montables. Voilà. Moi, si la Haute Autorité de Santé demain nous dit on a fait une évaluation et on montre que la télésurveillance a un impact positif sur la prise en charge des patients, bien entendu qu'on prendra en charge. S'il y a eu cette évaluation positive. Et le cadre est déjà prêt, c'est le cadre que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, on peut avoir plus tard, voilà. Donc voilà, parce que c'est une question qui revient souvent, la télésurveillance des haltères implantables. C'est ce que je disais, on a voulu un cadre générique parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, notamment là, je sais qu'il y a des dossiers qui sont en cours sur l'oncologie. Donc c'est-à-dire que dès que le droit commun est rentré en compte là, ces dernières semaines, voilà, on va pouvoir déposer des études, faire des évaluations et ouvrir à d'autres indications. Est-ce qu'on peut dire de manière générale que tout ce qui correspond au référentiel de la HAS pourra déposer une demande de prise en charge? Est-ce que c'est comme ça que ça va passer? Là, tout ce qui correspond au texte de loi. La HAS, elle publie des référentiels une fois qu'elle a évalué un dispositif dans une indication. Oui. Nous, on a posé le cadre, quel cadre que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un professionnel, une organisation qui télésurveille un patient en se reposant sur un dispositif médical numérique. Il y a quelques critères de système d'info qui sont imposés aussi côté agence du numérique en santé. Et donc, tout DM qui respecte ce cadre-là et qui dépose une demande d'évaluation, si elle est positive, sera pris en charge. Et là, la HAS publiera un référentiel qui correspond à l'évaluation qu'elle a eue. Et nous, on publiera la liste en disant, voilà, maintenant, tous les médecins qui prescrivent un dispositif médical qui correspond à ça peut être pris en charge. C'est-à-dire qu'on ouvrira, juste après l'évaluation, on ouvrira la prise en charge. Pour renvoyer l'ordonnance, et si c'était OK. Oui, comme vous le savez, il y a eu le consensus qui est sorti à HRS, qui est un consensus sur la télésurveillance des prothèses, qui regroupe les 4 sociétés savantes internationales, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Europe et Asie. Donc, bon, c'est quand même quelque chose qui fait, on va dire, l'unanimité. Ils parlent de tierces parties. Ils disent que c'est une recommandation de 2A. Ils sont allés jusque-là. Ils disent que ça fait partie de la télésurveillance. Comment ça va se passer? Est-ce que le référentiel de l'HAS va évoluer par rapport à ça ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou pas? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est que ce n'est pas mon rôle au niveau ministère de me prononcer là-dessus. On a deux choses, c'est-à-dire l'HAS qui est une autorité indépendante et qui pourra faire évoluer ses référentiels si elle le souhaite, mais s'il y a des demandes aussi d'évaluation. Là, aujourd'hui, il y a un cadre. Toute personne qui respecte le cadre peut s'inscrire dans ces lignes génériques, peu importe qui soit le fabricant d'ailleurs ou non de la prothèse, hein, parce qu'il y a d'un côté la prothèse maintenant et la télésurveillance de la prothèse de l'autre. On a séparé les deux, quoi. Les deux vont être séparés. Donc, dès qu'on respecte la partie de télésurveillance, on peut rentrer dedans. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur fabricant ou pas fabricant, tierce ou pas. C'est à la l'HAS de voir si elle souhaite faire quelque chose, mais aujourd'hui, il y a un référentiel qui permet à tout le monde d'y aller. Et après, il y a les bonnes pratiques faites par les CNP et les sociétés savantes et que les médecins, en fait, qui guident la pratique des médecins. Donc, c'est aux médecins de s'adapter, de voir s'il suit ou pas les recommandations des sociétés savantes qui guident son exercice. Mais ce n'est pas à moi de me prononcer sur ce sujet-là, malheureusement. Comme malheureusement, non, mais je ne pourrais pas répondre à votre question. Ouais. Walid, on a quelques questions, si tu veux, sur le chat, peut-être. En attendant d'aborder ces questions, on va faire simple. On facture mensuellement, même si on peut regrouper 6 lignes. Cette facturation, c'est par période échue, c'est-à-dire, voilà, je facture au bout d'un mois qui est fini, je facture mon mois de janvier parce qu'on est en février. On est d'accord? Comme dans l'étape, ouais. Deuxièmement, et quels sont les critères pour dire qu'un patient peut le facturer? C'est-à-dire, entre-temps, il a peut-être des jours où il n'a pas transmis, il a été hospitalisé. Quel est le pourcentage minimum de la période qu'on considère comme étant OK, celui-là, on va le facturer? Alors, là, c'est encore compliqué parce qu'entre-temps, peut-être pas de chance, il a été hospitalisé pour une décompensation. Non, pour le coup, alors, on parle toujours des prothèses cardiaques? On peut parler des prothèses déjà pour commencer. Alors, pour les prothèses cardiaques, il n'y a pas de borne à 50%. Parce que la télésurveillance, en tout cas la remontée de données est passive, donc normalement, il n'y a pas d'arrêt. Et s'il y a un arrêt, c'est un problème du récepteur, et là, c'est à l'industriel de récupérer le problème du récepteur. Donc, il n'y a pas de. C'est un industriel, c'est important ce que vous dites, c'est à l'industriel de le faire. Sur la partie technique, oui. Pour vous, c'est un industriel, c'est marqué où? Parce qu'on a eu des litiges là-dessus, savoir ça relevait du centre ou ça relevait de l'industriel de gérer cette déconnexion. Alors, je vous avoue que là, vous me mettez le doute, mais normalement, ça devrait être précisé dans la ligne générique et normalement, ça sera bien précisé sur la partie technique de qui est responsable. Et normalement, sur la partie technique, on est sur l'industriel qui est responsable de la partie technique. C'est-à-dire qu'il y a une interruption de la remontée des données, c'est à l'industriel de voir techniquement pourquoi ça bug. D'accord. Donc, ça, c'est bon. La confirmation, c'est important. L'industriel ne faisait pas, ne gérait pas la non-transmission des sociétés non européennes. Certains ne géraient pas la non-transmission et pour avoir des patients qui sont inscrits et qui n'ont jamais transmis. Vous me faites peur, je vais aller vérifier, mais normalement, on est sur on est là-dessus. Il y avait des litiges là-dessus. Oui. Maintenant, la facturation mensuelle, même pour eux, on devrait être tranquille puisqu'ils ne devraient facturer que des patients qui transmettent. Ils ne pourraient pas facturer un patient. En tout cas, pour la partie prothèse, la remontée des données étant normalement systématique, il n'y a pas de choses positives à faire de la part du patient. Il n'y a pas ce seuil des 50%. C'est-à-dire que la facturation est effective, quoi qu'il se passe. Donc, il n'y a pas cette notion, parce que vous l'avez dit à votre webinaire, que quand ils sont hospitalisés, ça s'arrête. Ce n'est pas pour les télésurveillances de prothèses. On est d'accord. Autre chose, je vais corriger un peu ce que j'ai dit à l'autre webinaire. Effectivement, pour les autres cahiers des charges, il y a ce seuil à 50% des données. Et il y a besoin qu'il y ait plus de 50% des données pour pouvoir continuer à prendre en charge le patient par la suite. C'est-à-dire qu'un mois a commencé est un mois commencé. Mais voilà, on arrête une télésurveillance où le patient ne remonte pas plus de 50% de ses données. Pour la question d'hospitalisation, j'ai une petite recherche à faire pour être sûr que il y a des petites subtilités sur l'hospitalisation, notamment le fait qu'un patient qui est hospitalisé, je vais dire une bêtise, 5 ou 10 jours, on est sous le seuil des 50% sur un forfait d'un mois. Voilà, il y a des adaptations à faire. Pour être très honnête, on apprend en marchant. Alors, je vais pas me dédouaner, ça peut faire peur à certains.
on est sur la télésurveillance sur quelque chose d'assez énorme qu'on fait rentrer dans le droit commun. C'est-à-dire que ça touche à tout. Ça touche au monde hospitalier, au SMS. On part pour une fois sur des forfaits. Voilà. Donc, il y a des petites choses où effectivement, alors parfois, je peux comprendre que ça puisse stresser, etc. Mais il y a des petites choses qu'on adapte au fur et à mesure. Mais on essaie d'être le plus réactif possible. Le but, c'est que ça se déploie et que ça se déploie vite et que ça marche. Voilà. Je ne vais pas faire croire que c'est parfait. Mais le but, c'était d'y aller vite. Voilà. D'y aller vite pour que ça se déploie. C'est-à-dire que pour que demain, j'ai de plus en plus d'indications, j'ai de plus en plus de patients à qui ça puisse bénéficier. Et c'était vraiment l'objectif. Walid, il y a des questions sur le Oui, il y chat. a pas mal de questions. Par exemple, les constructeurs, si c'est eux qui gèrent, on souhaite que ce soit eux qui gèrent les non-transmissions. Ça veut dire que par définition, il faut qu'ils aient un accès aux données du patient, il faut qu'ils aient les coordonnées. Bon, souvent sur les sites, nous, on a complété la partie coordonnées du patient, rien que pour nous, pour que la personne à qui on délègue, si c'est une infirmière ou un de nous qui se connecte, il a les coordonnées du patient. Donc, j'imagine qu'il faut que, voilà, en termes de… Enfin, pour moi, et c'est un élément très important et pas de souci pour que vous nous complétiez cette information après le webinaire. Je vais aller vérifier parce qu'effectivement, si on reste là-dessus, ça implique pas mal de choses, notamment le fait d'avoir les coordonnées du patient pour être capable de le joindre et de vérifier ce qui pose problème. Sur ce point, pour être très honnête, alors, parce que je sais qu'il doit y avoir et des médecins et des équipes et des industriels de l'autre côté. Voilà, on ira compléter. Est-ce que les remboursements des docteurs et des industriels sont complètement indépendants? C'est-à-dire, moi, de mon côté, je cote TVA ou TBB. Même si le constructeur a du retard, 6 mois de retard, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, parce qu'il faudrait une synchronisation de tout ça. Non, alors sur la synchronisation, non. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un médecin qui facture seul et pas d'industriel de l'autre côté, ou un industriel qui facture et pas de médecin de l'autre. C'est-à-dire que normalement, une télésurveillance, c'est un binôme, donc c'est le binôme qui facture. Par contre, le binôme ne va pas facturer à la même heure, au même moment, et bien sûr que, voilà. Par contre, c'est vraiment un binôme. Et quand je dis un binôme, c'est là où peut-être que je vais clarifier sur ce que vous m'avez demandé sur les tierces. Nous, on ne précise pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est un tiers qui télésurveille, tant qu'il rentre dans la ligne générique. Par contre… Et est-ce qu'on peut coter sans la carte vitale du patient et sans envoyer de formulaire papier à l'assurance maladie? Parce que ça, c'est très important. Je veux bien me connecter sur mon logiciel. J'ai une activité libérale à l'hôpital comme praticien hospitalier. J'ai des patients que je suis en public, des patients que je suis en privé. Donc, pour les patients que je suis en privé, j'imagine que je vais aller dans mon logiciel et je vais coter directement. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est en plus imprimer la feuille de soins, l'envoyer et 6 mois plus tard, on peut nous dire on ne l'a jamais reçu. Alors, je finis juste mon truc juste avant. Oui, quand je dis binôme, c'est-à-dire que si vous choisissez un tiers, vous ne facturez pas à l'industriel. Et si vous facturez à l'industriel, vous ne facturez pas… Il n'y en a qu'un des deux. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul dispositif. Tierce partie ou l'industriel. Ce n'est pas les deux. Tierce partie ou l'industriel. Soit TVA, soit TVB. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux? Non. Alors, non, c'est pas ça. De votre côté, vous, c'est TVA, mais vous travaillez avec un dispositif médical numérique. Soit vous travaillez avec le dispositif médical de la prothèse et c'est lui qui facture, soit vous travaillez avec le tiers et c'est le tiers qui facture. Mais il n'y a pas de double facturation industrielle pour le même patient. Voilà. D'accord. C'était le seul truc. C'est là où on envoie l'ordonnance, c'est ça? C'est là où vous envoyez l'ordonnance. C'est exactement ça. Et après, sur le reste… Est-ce qu'on utilise des cartes vitales ou est-ce qu'on peut le faire sans carte vitale? Alors, normalement, la Caisse nationale d'assurance maladie on doit travailler sur des choses pour simplifier la facturation et normalement, c'est des facturations dématérialisées. Ouais. Voilà. Je ne suis pas un technicien de la facturation, mais normalement, on a anticipé avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour effectivement, et ce n'est pas le but, qu'à si vous devez voir le patient en consultation pour récupérer sa carte vitale pour facturer à chaque fois, mais c'est perdant pour tout le monde, pour vous parce que c'est du temps et pour l'assurance maladie parce qu'on facture à chaque fois des consultations en plus de la télésurveillance. Donc, tout le monde est perdant. Donc, non, ça sera des facturations à distance, comme ça peut se faire notamment par la téléconsultation. Une question, c'est Daché. Un patient peut avoir, actuellement, on ne pouvait pas coter la télésurveillance de la prothèse et de l'assurance cardiaque, parce que certains, il y a des patients qui ont les deux. Alors, techniquement, c'est faisable. Un patient a à la fois un défibrillateur et de l'assurance cardiaque. Ouais, rien n'empêche au côté assurance maladie et dans la loi de facturer d'avoir 2 télésurveillances pour un patient. Pour la partie de la prothèse cardiaque, pour être honnête, je suis un peu plus à l'aise parce que là, c'est passif, c'est entre guillemets passif pour le patient. Et donc, il peut se concentrer sur la 2e télésurveillance. La question qu'on nous pose souvent, c'est la télésurveillance, par exemple, d'un diabète d'un côté et de l'insuffisance cardiaque de l'autre.
Et là, ce n'est pas une doctrine des GOS, c'est une doctrine en tant que moi, c'est mon avis de médecin. L'intérêt de la télésurveillance, en tout cas de ces télésurveillances, c'est d'autonomiser le patient, qu'il soit acteur de son soin. Et je ne sais pas si un patient à qui on dit là, vous rentrez ces données, vous rentrez telle autre donnée, il finit par comprendre ce qui remonte et pourquoi il le remonte et que ça soit bénéfice pour lui en termes d'autonomisation. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais ça, c'est au médecin de savoir, c'est au médecin de savoir si ça vaut le coup ou pas de télésurveiller deux choses, sachant qu'il y a quand même un but d'autonomisation de patient. Parce que pour les autres pathologies, on ne va pas télésurveiller à vie. Le but, c'est de faire sortir le patient d'une phase critique, c'est de l'autonomiser pour qu'il puisse à terme, voilà. Mais on est sur des choses un peu différentes. Pour les prothèses, effectivement, c'est passif, donc rien n'empêche d'avoir deux télésurveillances. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi ne pas avoir demandé aux industriels de facturer pour le médecin, ce qui nous aurait facilité la tâche. C'est-à-dire, on lui envoie l'ordonnance et il nous facture pour nous. Non, ça, vous n'avez pas pensé à ça. C'était pas possible. J'ai envie de dire que c'est pas. Est-ce que c'est à nous les choses logistiques que fait par exemple les hôpitaux, les deals avec des tiers, des délégations de certaines tâches administratives, etc. Théoriquement, ce n'est pas impossible. C'est ça ce que je comprends. Je ne connais pas assez bien la facturation, mais je pense qu'il doit y avoir des systèmes qui doivent permettre de synchroniser ou de simplifier les tâches de facturation. Et les consultations, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, cette ordonnance, on n'est pas obligé de faire venir le patient en consultation pour renouveler. D'accord. Okay. Donc, c'est-à-dire que si le patient on le revoit pour une autre raison, pour un contrôle calendaire qui sera espacé ou pour une consultation de cardiologie ou pour autre chose, on a le droit, dans ces cas-là, je pense, de coter notre consultation normalement. Oui. Ouais. Oui. Et il faudrait que la date, petit détail, le jour où je mets mon TVA ou TVB, c'est pas grave que ce jour-là, j'ai coté une consultation parce que c'est rien à voir. Je veux dire, c'est juste le hasard. C'est deux choses séparées. Ouais. C'est pas genre j'ai fait une écho et une consultation. C'est juste que j'ai coté ce jour-là. J'ai pas besoin de mettre une date. En fait, tout ce qui est, on va dire, en sus de la télésurveillance peut être coté séparément. Si on, c'est peut-être un peu moins le cas, mais par exemple, quand je télésurveille un patient, il y a une alerte, je vais appeler le patient pour l'alerte et savoir ce qui se passe. Ça fait partie de la télésurveillance. Par contre, si je m'aperçois en l'appelant et en discutant avec lui qu'il y a un souci, je le fais venir à mon cabinet et là, je fais une consultation que je vais coter. Parce que là, c'est un truc au décours. Voilà. Et tout ce qui se passe en parallèle se passe en parallèle, donc on facture. D'accord. On nous dit que il y a des patients qui n'ont pas le tiers payant. Et donc, ça va être peut-être un peu compliqué pour eux, non? Ça va être une avance de frais. Il va falloir leur demander de payer. Bon, donc, en gros, on ne pourra pas leur proposer. En tout cas, ça risque d'être le cas. Voilà. Bon, okay. C'est la problématique, pour être très honnête, on est sur du droit commun, c'est-à-dire comme pour une hospitalisation classique, comme pour tout acte de soins, le patient doit avancer des frais. Donc, s'il n'a pas de tiers payant, il avancera. S'il n'a pas de tiers payant, s'il n'est pas en ALD, en général, on peut quand même faire le tiers payant sur la partie AMO, mais on lui demandera d'avancer la partie AMC. Et sur le plan dans le dossier médical, vous demandez qu'on ait un rapport mensuel ou un rapport semestriel dans le dossier médical? Alors, il va falloir que je vérifie ce que la Haute Autorité de Santé, pour être très honnête, je finis par m'y perdre entre les 5 cahiers des charges qu'elle a mis. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des comptes rendus au fil de l'eau. Je ne pense pas qu'on va vous demander en prothèse cardiaque sur des patients à vie de mettre des comptes rendus systématiques. Ouais. Voilà. D'accord. Par contre, s'il y a un événement… Ça veut dire, ça c'est très important, on n'est pas obligé de faire un compte rendu. Parce que, je veux dire, surtout une télésurveillance, c'est vraiment, j'allais dire que c'est du quotidien. Comment vous l'envisagez? C'est-à-dire, notamment en termes de contrôle, je pousse. Demain, on va vérifier que le travail il est réel. Voilà. C'est le moment où on met le patient sous télésurveillance, de mettre un compte rendu dans le DMP pour que les professionnels de l'équipe ou autres qui interviendront un jour sachent qu'il y a de la télésurveillance. Ça, c'est important. Pour les autres pathologies, si on décide de renouveler parce que le patient est toujours instable, c'est important de dire là, je renouvelle ou j'arrête la télésurveillance parce que le patient va mieux ou parce que le patient continue à se dégrader, donc je poursuis la télésurveillance. Les informations qui sont en termes de soins pour les autres professionnels importantes. Pour vous, s'il y a une alerte liée à la prothèse qui a amené à adapter le traitement, à revoir le patient, c'est bien de le mettre parce qu'on sait qu'il y a eu un problème, parce que la pile, parce que tout ce qu'on veut. Par contre, si le patient va bien, qu'il n'y a pas d'alerte,
pendant des années, il reste télésurveillé pour sa prothèse. Il n'y a pas besoin de reprévenir toute l'équipe, je pense, pour dire, pour information, il a toujours sa prothèse, il est toujours télésurveillé parce qu'il l'aide de fait à vie, on l'a déjà mis dans le dossier. C'est plus les éléments intercurrents, en fait, qu'il va falloir… le pourquoi on a mis sur télésurveillance et les éléments intercurrents ou les éléments d'arrêt. Et il y avait aussi cette histoire d'appel d'offres. Qu'est-ce que vous entendez par appel d'offres? Parce qu'en fait, bon, vous avez un constructeur, on importe sa prothèse, donc c'est un appel d'offres par rapport aux autres plateformes, ça peut pas être par rapport aux autres constructeurs forcément. Enfin, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, c'est pas qu'est-ce que nous on veut dire, c'est le droit de la commande publique qui s'applique à toute commande publique, qu'elle soit en santé ou pas en santé. Et effectivement, à partir du moment où en fait, la télésurveillance qui fait que ça change un petit peu par rapport au dispositif médical classique. Mais d'ailleurs, vous le retrouvez, parce que sur les prothèses, vous faites déjà les appels d'offres pour le choix des prothèses. Sur la télésurveillance, en fait, le dispositif n'est pas pour le patient, le dispositif est pour permettre au médecin de réaliser son activité de télésurveillance et de facturer. Donc, on considère que le service rendu du dispositif est bien à l'hôpital ou au médecin. Donc, c'est pour ça que les médecins libéraux n'ont pas besoin, ou privés, ou dans le privé, il n'y a pas besoin. Par contre, les établissements publics vont devoir faire en tout cas, passer des marchés, sachant que voilà, s'il n'y en a pas, il faut les faire. Et par contre, si vous avez des marchés déjà existants, c'est-à-dire déjà un marché avec un dispositif ou une prothèse qui mentionnait déjà la partie télésurveillance et que vous voulez rester sur ce dispositif-là, vous pouvez faire un avenant au marché, par exemple, pour mettre à jour l'ancien marché. Ou sinon, réouvrir un marché parce que vous voulez changer de dispositif. Juste un point qui me paraît très important à bien préciser. On est d'accord qu'on peut rester sur étape, même fonctionnement que d'habitude jusqu'au 1er septembre. Alors, on va dire 1er septembre, mais sinon jusqu'à ce qu'on… Sauf contre-ordre. Ou plus. Voilà, au minimum. Donc, on peut ne rien changer à nos activités. Voilà. Pour l'instant, vous ne changez rien. En plein été, tout le monde va être content quand même d'apprendre qu'on peut continuer pareil. Donc, ça, vous Tant que la ligne générique n'est pas sortie, vous pouvez rester sur étape, sans aucun souci. Voilà, il y a plein d'autres questions. Je ne sais pas, tu veux en lire? Là, j'ai bien compris, je pense que vous l'avez dit, que si le patient, dans le cas de télésuivi de l'insuffisance cardiaque, on le contacte pour une téléconsultation, ça rentre dans le suivi, donc on ne le code pas à la téléconsultation. Par contre, si alors, quand vous l'appelez pour l'alerte, en disant là, il y a un problème, monsieur, voilà. Donc, ça, et si vous lui dites augmentez vos diurétiques, bon, ça rentre dans le truc. Par contre, si vous lui dites là, j'ai besoin de vous voir parce qu'il y a un souci. Là, on code une consultation normale. Oui, normal, bien sûr, ce qui est logique. Ce qui se fait au décours, en fait, c'est tout ce qui va après la prise de décision suite à l'alerte, en fait. Bien sûr. Il y a vraiment plein de questions et donc pour ça, on sera content d'avoir votre update après le webinaire sur… Je suis désolé, parce qu'il y a des petites précisions sur la partie prothèse qui fait que je ne suis pas très clair. De transmission des données sensibles, les coordonnées du patient, pour être sûr, et c'est quelque chose que nous, médecins, on y tient énormément, que ce n'est pas à nous de gérer une non-transmission parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est comme si je dis mon téléphone, il ne fonctionne pas, je n'ai pas de réseau, je vais appeler l'opérateur. Je ne vais pas appeler l'opérateur téléphonique, je veux dire. Je ne sais pas, moi, de gérer. C'est peut-être si j'ai très honnête, je veux rassurer tout le monde que personne ne panique. Je n'ai pas envie de prendre 70 mails juste après ou que d'autres personnes reçoivent des mails en disant qu'est-ce qu'il a dit Yann Le Doharin sur un truc. Voilà. Je vais vérifier ce point-là pour être sûr. On va faire un deuxième webinaire alors juste avant le 1er septembre peut-être. Non, mais en fait, autant pour les autres, je suis très clair pour les 4 autres cahiers des charges, autant pour celui-là, comme la ligne n'est pas publiée et pour être très honnête, je ne les connais plus toutes par cœur et je mets des pincettes sur certaines parties, effectivement. D'ailleurs, je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter des réponses fermes sur certaines choses, mais voilà, là, je viendrai vous Déjà, merci d'accepter l'exercice parce que… C'est pas facile de parler avant la publication de la liste, c'est pas… Oui, vraiment, il y en a plein de questions, c'est vrai, dans le chat, et c'est vrai que les gens ont des questions, c'est normal parce que c'est… On peut vous les envoyer et refaire un deuxième webinaire avec. Alors, après, moi, si vous voulez faire un deuxième webinaire à la rentrée… À la rentrée, oui, juste avant donc le passage officiel, enfin, ce que vous appelez la ligne générique. On retourne de vacances de tout le monde, avec plaisir pour refaire un deuxième webinaire. Bon, Walid, tu l'organises, on te laisse faire, tu es spécialiste pour ça. Écoutez, honnêtement, je pense qu'on ne va pas faire trop long. On a déjà fait une quarantaine de minutes. Je pense que c'est bien. Vraiment, je vous remercie encore et c'était un très bel échange. On n'a probablement pas répondu à toutes les questions, mais les réponses, on va les avoir au fur et à mesure. On voit qu'aussi que le fait de vous challenger, vous voyez bien qu'on a des questions très
pratico-pratique. Et ça nous intéresse qu'en fait, comme je vous disais, le diaporama, là, on va le mettre sur le site, mais il y a aussi, par exemple, suite au webinaire d'il y a 2 semaines, on va rajouter, il y a eu plus de 150 questions, donc on va rajouter, dans la foire aux questions, on va rajouter toutes les nouvelles questions. Donc là, les questions, d'ailleurs, si vous pouvez nous les transmettre, faire un copier-coller des questions-réponses et nous les transmettre, moi, je peux les ajouter, c'est-à-dire que dès que j'ai la réponse sûre et validée, je pousse sur le site du ministère avec les réponses validées, donc vous pouvez être sûr qu'une fois qu'elle est sur le site du ministère, voilà, ça ne bougera plus. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, on est preneur. Donc si vous avez une liste de questions, cette liste et d'autres questions, on est clairement preneur et on mettra à jour la foire aux questions. Donc n'hésitez pas à aller sur la page télésurveillance du site du ministère. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Et merci d'avoir joué le jeu de cet exercice pas évident. En tout cas, on vous remercie encore. Merci à tous de nous avoir suivis. À Medtronic aussi, qui est notre partenaire institutionnel. Voilà, partenaire institutionnel qui a vraiment joué le jeu et sans imposer quoi que ce soit. Et je les remercie encore. Prochain webinaire, ce jeudi 13 juillet à 18 h avec le professeur François Schill sur un autre sujet, quoi de neuf dans la prise en charge des patients intolérants aux statines. Voilà, donc rendez-vous à ceux qui sont motivés sur la partie statine et lipides. Merci à tous. Merci à tous. Très, très bientôt. Bye bye. Bonne soirée.